Bonjour, eh bien bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus, j'en ai vu certains dans le couloir, bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Nous sommes contents que vous soyez dans le bâtiment de l'église de l'Abri, et ceux qui ne sont pas dans le bâtiment et qui sont en ligne, on est aussi contents que vous soyez là. Et bonjour à ceux qui passent nous voir juste parce que peut-être ils ont vu quelqu'un de très joli venir dans le bâtiment ou un truc comme ça. Vous êtes bienvenus quand même. Ça va ? Ouais. Aujourd'hui, on avance dans la 5e partie de notre série On n'est pas parents, et j'ai l'honneur, la joie d'avoir à mes côtés aujourd'hui pour parler, donc je pourrais du coup moins dire de bêtises. Ma femme Marie-Alice, voilà. On peut lui dire bonjour, on peut la saluer, on peut applaudir si vous voulez. Elle n'est pas toujours là, donc c'est chouette. Donc je suis très heureux d'avoir ma femme à côté de moi aujourd'hui, ou pas, ça va dépendre de la suite. Alors, aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on avait dit que cette série ne concernait pas juste les parents qui ont besoin d'avoir des points sur l'éducation des enfants et tout ça. Hein, on l'a dit plusieurs fois. On a dit que tout le monde était concerné par cette série de messages parce qu'en fait, tout le monde est issu d'une famille où tout le monde a une famille, ou plusieurs ont une famille aussi. Et en fait, si vous avez des enfants, ou si vous souhaiteriez avoir des enfants, ou si vous souhaiteriez que vos enfants quittent enfin la maison, cette série vous est particulièrement destinée. Ça va ? Et si vous ne correspondez pas à une de ces catégories, ce message vous concerne quand même. Restez. Restez. Vous allez peut-être rigoler. Hein. Ne partez pas. Oui, vous peut-être vous marrer et vous rappeler de vos amis qui habitent à côté de chez vous. Et ah ouais, d'accord. Intéressant. Donc, je suis très content d'avoir Marie-Alice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne va pas forcément approfondir un texte de la Bible comme on fait d'habitude. On va lire un long texte à la fin de ce message. Et donc, si jamais vous avez, pour ceux qui sont fans comme moi d'approfondir les textes de la Bible, je vous encourage à regarder les séries d'avant et venir aussi la semaine prochaine pour la conclusion de cette série. Vous pouvez vous connecter ici, www.églisedelabri.com. Retenez ça, visitez. Ça monte les chiffres chez nous, on est content d'avoir des stats plus hautes. Vous pouvez avoir tous les messages en ligne et vous pouvez avoir tout plein d'informations là-dessus. N'hésitez pas à regarder de nouveau ces messages. Aujourd'hui, un sujet qui est, comment dire, généralement, quand quelqu'un parle de ce sujet, on l'attend au tournant, on se dit « aïe ». L'éducation. Et en fait, ce qu'on ne veut surtout pas vous faire croire, c'est qu'on a tout compris. Surtout pas. Surtout peut-être pas. Parce qu'on n'a rien compris qu'on est là. Peut-être. En tout cas, il y a des choses qu'on a mis en place, nous, des valeurs que l'on a, des choses qu'on a voulu mettre en place dans le cadre de l'éducation. On a l'impression que ça marche un peu chez nous. Ce n'est pas la vérité. En tout cas, on est assez confiant dans ce qu'on a mis en place chez nous. L'idée n'est pas de vous dire juste, c'est tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez connaître, c'est des choses que vous pourriez peut-être connaître. Vous voyez un peu l'idée ? L'idée n'est pas donc de dire, une fois qu'on applique tout ça, tout va bien, ou en fait, ce que vous nous dites, c'est la perfection, tout ça. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'ouvrir un peu notre vie de famille et de vous faire réfléchir pour que vous fassiez vraiment mieux. Voilà. Alors, on va vous donner quelques éléments que nous connaissons, quelques éléments que nous avons pratiqués. Vous allez voir, c'est très pratique. On va prendre plusieurs exemples de notre vie sans forcément trop afficher nos enfants. Et parce que certains sont dans la salle. Donc, en fait, globalement, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir dire quand même tout ce qu'on veut. On ne peut pas. En tout cas, si on dit des choses qui ne sont pas vraies, vous irez voir Alors, il y a les enfants, des témoins. Il y a mes beaux-parents qui sont ici, et peut-être mes parents qui peuvent nous regarder en ligne. Globalement, ça craint pour nous. Vous voyez un peu l'idée ? Et il y a même notre voisine qui nous voit régulièrement. Donc, on va pouvoir parler avec vous. Ça va ? Vous êtes autant à l'aise que nous ? C'est parfait. Marie-Alice, quelques mots ? Qui on est ? Alors, qui nous sommes ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. On s'est Bientôt. connus très jeunes. Bientôt, donc ça va faire 22 ans. On a 5 enfants que vous pouvez croiser dans quasiment tous les environnements de l'église de l'Abri. Donc on a Johanna qui a 16 ans, Lucie qui a 14 ans, Chabi qui a 11 ans, donc qui est au Jump, Robin qui a 8 ans, qui est à l'Afterdule, et Tiana qui est au Kiddy Boom, qui a 4 ans. Ça nous donne un grand échantillon de la diversité des enfants et surtout ça nous fait faire des grands écarts d'éducation à la fois. Donc mets tes chaussures et non, tu n'as pas le droit de te maquiller comme ça. Tu vas aller faire du foot, d'accord, mais toi, non, tu ne bois pas d'alcool. Bref. En ce qui concerne les familles recomposées
où les parents célibataires, maman célibataire ou papa célibataire, on n'est pas des experts en la matière. J'ai envie de dire qu'on est plutôt une famille un peu standard. Mais globalement, vous êtes, vous, assez intelligents ici, et ceux qui nous regardent en ligne aussi, pour faire la part des choses. D'accord. C'est bon? On prend des pincettes. Hein. Ouh. Mais c'est bien, comme ça, après on peut dire ce qu'on veut, une fois qu'on a pris les pincettes, on balance. Donc, il y a deux choses qu'on a voulu mettre en place dès le départ avec Marie-Alice, dans le cadre de notre couple et de notre famille et future famille, si on allait en avoir une. Je pense que c'est bon, on l'a eu. On a mis deux commandements en avant, en fait. Deux grands commandements que l'on met sans cesse en avant dans notre éducation avec nos enfants. Un petit peu comme la base. Ouais. Et de là va découler beaucoup de choses. Et donc, premier commandement. Tu ne diras pas de mensonge. On aurait pu tourner ça positivement. On aurait pu dire, tu dis toujours la vérité. C'est sympa. Mais l'idée là était vraiment de pointer sur ce gros mot-là, mensonge. En fait, c'est dans notre famille devenu quelque chose de, comment dire, Fondamental. fondamental. C'est presque le but de toute communication. En fait, tu as l'impression que quand tu communiques, tu dois surtout ne pas dire de mensonge, presque. Hein. C'est un peu une habitude. En fait, c'est un fondement pour nous parce qu'en fait, on dit sans cesse à nos enfants, écoute-moi bien, si tu mens, la confiance que l'on a envers toi va être brisée. C'est aussi simple que ça. Tu peux laisser, hein. Merci, excuse-moi. La confiance va être brisée. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi avec le mensonge, c'est que ça commence parfois juste avec un petit mensonge, pas grand-chose, quasiment anodin. Et souvent, quand on s'habitue avec plusieurs petits anodins, en fait, c'est comme s'ils se reproduisaient. C'est assez exceptionnel. Et c'est comme s'ils gonflent en plus. Et au fur et à mesure, on monte la barre. Et c'est de plus en plus simple. Et c'est ce qu'on transmet sans cesse à nos enfants. Il est tellement important de dire la vérité. Il y a quelque temps, je ne sais plus combien de mois, notre dernière, elle n'avait pas encore 4 ans. Elle a coincé un rouleau de papier toilette dans notre sani-broyeur SFA. J'avais pas pensé donner le détail. Je trouve ça drôle. Mais elle a dit que c'était Lucie. Bref. Alors, donc, je ne pensais pas donner tous les noms et tout. Hein. Et donc, pendant une demi-heure, Elle a 4 ans. 4 ans, pendant 30 minutes, non-stop, mais un vrai chrono, c'est pas un 30 faux minutes. Pendant 30 minutes, elle a tenu ferme. Et je vous dis que devant moi, quand je suis un peu contrarié, c'est pas facile de tenir ferme. Mais pendant 30 minutes, elle ne pouvait pas dire que c'était elle. Ça a été tout le monde dans la maison, y compris Marie-Alice. Tout le monde. Et vous savez, c'était la veille d'école. Hein. J'ai retardé son coucher de 30 minutes. C'est terrible, je suis un mauvais parent. Mais j'ai lutté pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'à la fin, elle me dise « C'est moi, papa ». En larmes, évidemment. En fait, on est tellement arrêté sur cette idée de « tu ne diras pas de mensonge » qu'on ne laisse pas aller, en fait. On ne veut pas que ça passe. C'est juste, il ne faut pas laisser passer ça. Et du coup, ça implique quelque chose. Ça implique qu'est-ce que nous, on fait entre nous? Est-ce que nous, entre nous deux, on laisse passer ça? Même un petit truc. Oh, c'est pas bon. Et en plus, c'est pour le bien, purée. C'est tellement bien après, voilà, surprise, tout ça. Mais en fait, et vous le savez, en fait, quand on est parent, et même ça marche quand on est responsable de quoi que ce soit, on modélise les personnes qui nous suivent. Ce que nous, on va vivre entre nous, la manière de communiquer entre nous, ça va être reproduit par les enfants. Toujours. C'est comme ça que ça marche, la vie. Et donc, forcément, on essaye de s'appliquer nous-mêmes ce qu'on enseigne à nos enfants. Combien de fois nos enfants ont entendu de notre part « Non, je ne peux pas dire ça ». Non, je veux pas. Non, je veux dire, je veux dire la vérité. Ou je préférais ne rien dire. Combien de fois, s'il vous plaît, ne me demandez pas ce que je pense. Combien de fois aussi ils nous ont entendu leur dire « Dis-moi la vérité, parce que c'est ta version que je vais soutenir devant ton prof. » T'as intérêt à dire la vérité, parce que si je découvre que c'est un mensonge, ça va vraiment mal se passer pour toi. Aïe. Mais fais attention, tu es mon enfant, je te crois, je suis là à tes côtés,
Dis-moi la vérité parce que c'est ta version qui va être soutenue devant le principal. Ouais. Il n'y a pas C'est du du tout vécu. il y a pas du tout d'expérience vécue dans tout ça. Non. Ça, c'est la première loi, commandement qu'on a voulu mettre chez nous. Deuxième, c'est 3 mots. Ils arrivent. Amour, respect et honneur. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, je l'ai peut-être un peu plus appuyé dans notre famille, dans notre couple, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'est quelque chose qu'on soutient tous les deux. Ah, absolument. D'ailleurs, Maryse va en parler un petit bout là-dessus après. Amour, respect et honneur. Je ne sais pas comment vous comprenez ces termes. L'amour, le respect et l'honneur. Il n'y a pas un de mes enfants qui n'a pas entendu ça de ma bouche. Il n'y a pas aussi une des personnes qui fréquentent ma fille ou mes filles ou qui sont autour de nos enfants qui n'ont pas entendu ces mêmes mots. D'accord? Amour, respect, honneur. J'y suis très attaché. L'amour, on sait ce que c'est, à peu près. Hein? C'est le fait de considérer l'intérêt de l'autre supérieur au nôtre, de vouloir le suivre, de pouvoir se donner à. L'amour, quoi, quelque chose qui n'est pas juste passionnel, qui n'est pas juste un truc qui vibre dans le bide, c'est un peu plus que ça, mais c'est aussi ça, l'amour. Le respect, c'est le fait de, dans sa communication, dans son approche, dans son regard, dans son écoute, on écoute l'autre, on agit dans ce sens-là parce qu'on considère que l'autre a une valeur pour nous. C'est le respect. Et l'honneur, c'est une valeur que j'aime beaucoup. Peut-être un passé d'arts martiaux, tout ça, c'est possible. Mais l'honneur, c'est quoi? C'est le fait de replacer quelqu'un, de valoriser quelqu'un devant un groupe. C'est rendre l'honneur à quelqu'un. Et du coup, le respect va en découler. Quand on rend honneur à quelqu'un, c'est que devant un groupe, on le remet à sa place. Et on aime cette place. Pas on le remet à sa place comme on lui en remet une. Vous voyez l'idée, hein? D'accord? Oh, je l'ai remis à sa place, c'est un truc de fou. On honore la personne, on la valorise devant les autres, l'honneur. C'est quelque chose que, oui, je transmets régulièrement à mes filles, depuis qu'elles sont petites, et je continue en fait. Cherchez toujours quelqu'un, entourez-vous de quelqu'un qui va vous apporter l'amour, le respect et l'honneur. Toujours. Amour, respect, honneur. Je dis à mes garçons, c'est quelque chose que vous devrez exercer vis-à-vis des filles autour de vous. L'amour, le respect et l'honneur. C'est tellement important. Et je transmets aussi à mes enfants la manière que tel garçon ou tel garçon va traiter un serveur dans un fast-food ou dans un bar quelconque, ou la manière qu'il traite sa famille, potentiellement il pourra te traiter de la même manière. Alors veille, regarde, analyse, réfléchis. Tout le monde peut changer. Quelqu'un qui ne fait pas bien peut bien faire. Quelqu'un qui ne respecte pas pendant un temps peut se mettre à vivre ça. D'accord? Donc l'idée n'est pas de dire que c'est un fait fini, tu ne fréquentes jamais plus, tu ne rencontres jamais plus personne qui n'est pas amour, respect et honneur. On peut changer. Et ça, c'est réjouissant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Lorenzo, on s'est rencontrés très jeunes. Donc moi, j'avais 17 ans, il en avait 19, on était des ados. Et une des choses qui m'a presque des fois mis mal à l'aise, c'est qu'il me mettait tout le temps à l'honneur. C'est-à-dire, bonjour, ça c'est ma copine, elle est super. Ah, ça c'est ma fiancée, regardez, elle s'appelle Marie-Alice. Ah, ça c'est ma femme, elle est avec moi dans le travail, etc. Et des fois, j'ai l'impression d'être mise en avant, un peu poussée comme un bouclier humain dans les conversations. Mais finalement, au fil des années, ce que j'en ressors, c'est d'être mise à l'honneur en tant que femme. C'est vraiment important et c'est constructif, c'est constructeur, je ne sais pas comment on dit. Enfin, ça construit et ça nous aide à assumer notre rôle de conjoint, de coéquipier dans le couple. Et je trouve que c'est vraiment fort. Moi, dans ces 3 valeurs, je vais vous donner plutôt mon axe féminin. Alors, désolé les hommes, je vais parler aux femmes. N'écoutez pas. Non, je rigole. Donc, pour moi, l'amour, c'est vraiment fondamental dans la famille. C'est même ce qui au départ, fonde un couple, l'amour. Et c'est vrai que quand on se sent aimé, en tout cas pour moi, je trouve qu'on se sent rapidement en sécurité. Quand on se sent aimé, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité. Et c'est dur de voir que souvent, quand
on n'a pas cet amour, alors là, l'insécurité arrive. Et surtout, une sorte de murmure, une sorte d'agacement, une sorte de « on se doit ça », on se compte les services. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ce moment où on est en train de faire la vaisselle, hein, et moi je suis toujours en train de faire la vaisselle, et j'en ai marre, et il n'y a personne qui m'aide, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des moments comme ça, moi ça m'est arrivé. Et là on ne se sent pas aimé, on a envie de tout péter, et c'est compliqué. Alors là, il faut aller jusqu'à la réconciliation. Nous, on a mis en sorte aussi que dans notre famille, on ne se couche pas sur la colère, donc on se dispute jusqu'à ce qu'on se soit demandé pardon. Il y a des moments où on a vraiment fait des nuits blanches, hein, je vous le dis. Mais en tout cas, pour nous, c'est important de se réconcilier et justement de s'aimer. Parce que quand on s'aime, et ben là, on se sent tous en sécurité. Et je crois que pas seulement nous, les femmes, je crois que quand dans la famille, il y a de l'amour, les enfants se sentent en sécurité. Et on est comme un petit nid, hein, la famille. Donc se sentir en sécurité, c'est vraiment très important. J'ai beaucoup apprécié je suis pas très fan du mot soumission, mais j'ai beaucoup apprécié le message sur la soumission, qui était en fait s'aimer les uns les autres. Et il y avait cette question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On en a beaucoup ri à la maison, même avec notre voisine, mais c'est vrai que qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça a vraiment un sens dans la famille, dans notre famille, mais je dirais même plus avec le mot amour, qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer? Il y a des moments où il faut savoir écouter les autres pour savoir comment est-ce qu'on doit les aimer. Et je trouve que des fois, c'est pas facile. Et une des choses qui fait un pas plus loin, c'est ce respect. Qu'est-ce que je dois faire pour t'aimer? Et bien déjà, c'est cet œil de respect qu'on doit avoir envers l'autre qu'il soit le conjoint ou qu'il soit l'enfant. Et ça me permet d'aller sur le respect. Je pourrais comparer à... Quand il n'y a pas de respect dans une famille, je pourrais comparer ça à un bal de hérissons. Vous savez, des hérissons qui dansent comme ça. Et puis, plus je te fais mal, et ben, plus tu me fais mal, et puis plus on se fait mal. Et du coup, c'est un peu ça. Quand on ne se respecte pas, ben, on fait payer aux autres, mais aussi on a mal. Et du coup, ben, tout le monde a mal et personne n'est gagnant. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Quand il y a du respect dans une famille, cela apporte de la paix. Et pour moi, c'est presque mon dada, ma fixette, c'est que chez moi, je veux vivre en paix. Chez moi, je dois habiter dans une maison où on est en paix. On est en paix avec les uns, avec les autres, avec mon mari, avec mes enfants. Je veux vivre en paix. Parce que quand on installe la paix dans sa maison, je crois qu'on dort bien. Je crois qu'on mange bien. C'est-à-dire qu'on ne mange pas ni trop ni pas assez. On est ensemble et on mange bien, on mange en paix. Je crois qu'on respecte mieux les règles quand on est en paix. Je crois qu'on respecte aussi mieux les affaires des autres. Et aussi, on arrive à faire de meilleurs choix. On arrive des fois à affronter la vie extérieure qui est difficile. Le stress du travail extérieur nous atteint moins quand notre famille est en paix, quand on est en paix dans notre foyer. Et aussi, quand on est en paix dans notre foyer, eh ben, on grandit bien. C'est-à-dire que les enfants grandissent bien, mais nous, les parents, on ne naît pas parents, on grandit bien avec nos enfants. Parce que ce n'est pas inné d'être parent. J'avoue que je trouve que c'est parfois même très compliqué. Que ce soit un tout petit bébé, on ne sait pas quoi en faire, et voilà, ou un peu plus grand, ou voilà. Et je crois que dans un climat de paix, où on essaye de se détendre, de prendre soin des uns des autres, eh ben, on grandit bien. Et pour moi, c'est important d'instaurer ce respect, parce que ce respect permet vraiment d'avancer vers l'honneur. Quand on se respecte les uns les autres, quand on respecte le corps des autres, quand on respecte les affaires des autres, quand on respecte la parole des autres, dans ce cas, on le met à l'honneur. Et pour moi, l'honneur, c'est important, et je vais le dire d'une façon féminine, mais pour moi, l'honneur, c'est la valorisation. C'est faire attention à ce que chacun des enfants, même mon mari, soit valorisé, ou en tout cas soit mis dans ses forces. Je vais vous illustrer ça par une petite histoire qu'on a vécue. Nos deux grandes ont eu beaucoup de soucis à l'école. C'était très compliqué scolairement, jusqu'au point où
a été très compliqué pour notre deuxième de vivre la classe. Elle était humiliée en cours parce qu'elle n'arrivait ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Et ça devenait presque... Elle était à la limite de la dépression. À la fin de l'année, alors qu'on lui avait annoncé devant toute la classe qu'elle allait redoubler, on a fait le choix de faire de l'école à la maison. On n'avait pas forcément les moyens à l'époque de les mettre dans une école privée, etc. Et donc on a choisi de faire de l'école à la maison avec le soutien de notre orthophoniste, des grands-parents, etc. Et ce qu'on a mis en place, c'était, oui, pour les aider à lire, écrire, compter, mais surtout pour trouver les points forts. Parce que quand votre enfant met sur lui l'étiquette « je suis nul », et je ne vois aucune matière dans laquelle je suis douée ou je n'ai plus rien, c'est l'impasse. Là, la seule chose que vous avez à faire en tant que parent, c'est de l'aider à retrouver là où il est fort. Et vous connaissez votre enfant, vous êtes un spécialiste de votre enfant. Personne ne connaît mieux votre enfant que vous. Vous l'avez eu dans votre corps. Et vous allez tout donner pour lui. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché les points forts de nos enfants. Ça a été pas facile, c'était dur même. C'était difficile dans le quotidien, mais aussi c'était difficile de retrouver les points forts au milieu de plein de choses qui avaient été déconstruites. Si vous avez participé au Bidiodule, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que la phrase interdite, c'est « je suis nulle ». Pourquoi ? Parce qu'elle assèche le cœur, elle assèche l'estime que vous avez de vous-même à l'intérieur de vous-même. Et donc on a dit que c'était comme un petit raisin sec. À l'intérieur, on devient comme un raisin sec. Et donc au Bidiodule, on dit ça souvent, je suis nulle, c'est la phrase interdite, parce qu'on est un raisin sec à l'intérieur. Et on n'a pas le droit de dire cette phrase. Elle vient de là, cette phrase-là, elle vient de ce qu'on a traversé avec nos enfants. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un est nul, c'est impossible. Il y a des choses fortes chez chacun, il faut les trouver. Et donc on a essayé de valoriser nos enfants, et de les aider à retrouver l'estime d'elles-mêmes pour continuer un pas de plus. Donc elles sont retournées à l'école, etc. Et aujourd'hui, ça va bien à l'école. Elles ont vraiment été super géniales et je suis très fière d'elles. Et c'est là que l'honneur est là. Retrouver son honneur, c'est retrouver une confiance en soi, c'est retrouver une estime de soi-même. Et ça, c'est très précieux pour affronter la vie. Un des grands points que nous avons un peu comme objectif dans l'éducation de nos enfants, c'est l'autonomie. On parle d'autonomie. Et l'autonomie s'explique. L'idée n'est pas juste parce que parfois l'autonomie pourrait être un peu une manière de cacher le fait que c'est la défaite en fait. Non, mais il est super autonome, il se gère. En fait, c'est parce qu'on ne veut plus rien faire, ou des fois, malheureusement, on en est là. Mais une véritable autonomie, c'est-à-dire d'équiper l'enfant, en fait, c'est vraiment un objectif que nous avons. Que l'enfant soit équipé, parce qu'en fait, l'enfant passe par la case parent pendant un temps. Et l'idée, c'est de l'équiper pour qu'il aille ailleurs, globalement. Donc il ne reste pas longtemps chez nous, en fait, quand on y pense. Et donc l'objectif que nous avons, c'est de le pousser à l'autonomie, de le pousser à s'équiper, à être indépendant. Alors qu'au départ, il est totalement dépendant. Non seulement il est attaché au corps de la maman, mais vous voyez un peu cette idée. Et donc, on pousse sans cesse à équiper nos enfants pour qu'ils puissent être autonomes. L'objectif de réussite que je me suis mis, ou qu'on s'est mis en tant que parents, c'est de faire de nos enfants des adultes responsables. Des personnes, ça veut dire, qui vont faire des choix en mesurant les conséquences que ces choix ont dans leur vie. Je choisis ça, ok, mais ça va donner ça et ça. Ben, je vais assumer ensuite les conséquences que ça va donner dans mon choix d'études, etc. C'est les aider à assumer leurs choix. Moi, je ne peux pas choisir leur place parce que je n'ai ni leur capacité, ni leur goût, ni rien du tout. Je suis là à leur côté pour les aider à avancer dans la vie, qui n'est pas facile. Mais mon objectif, moi, c'est de les aider à faire de bons choix et à devenir un adulte responsable qui va pouvoir vivre tout seul. Je crois qu'il y a une ou deux questions que tu poses souvent. Pour moi, la question que je me pose souvent, c'est à n'importe quel stade du développement, c'est quand est-ce qu'il pourra faire ça tout seul ? Mettre ses chaussures. Quand est-ce qu'il pourra faire ça tout seul ? Ou quand est-ce qu'il sera capable d'assumer
tel ou tel rôle tout seul. Par exemple, prendre le bus, être à la maison tout seul, faire à manger, etc., faire ses devoirs. Quand est-ce qu'il pourra faire ça tout seul? Et ça, c'est vraiment un mécanisme ou un moyen de pouvoir guider la personne à être autonome. Et bien sûr, forcément, l'autonomie, c'est une question de confiance. Mon rôle en tant que parent, c'est d'être là, de veiller, d'avoir un peu le contrôle sur sa vie. Mais quand je fonctionne avec l'autonomie, ça veut dire que je vais lâcher le contrôle. Je vais faire confiance à mon enfant. Je me mets de son côté et je dis, vas-y maintenant. Je t'aiderai à assumer les conséquences. Mais vas-y, moi, je me retire, je lâche prise et je te laisse grandir. Je te laisse assumer les conséquences. Vas-y. Et par rapport à cette autonomie, il y a un principe que l'on applique régulièrement, que j'ai aussi appliqué dans le cadre de mon travail quand j'étais pasteur pour jeunes responsables de jeunes adolescents pendant pas mal d'années. Et c'est un principe qui découle aussi de cette autonomie que l'on souhaite voir chez nos enfants, c'est ne pas les paralyser, laisser tomber. C'est intéressant d'amener des fois des phrases comme ça. On se demande ce qu'il veut dire. C'est extrêmement compliqué, en fait, ce principe, qui est un principe de... L'idée n'est pas de bloquer l'enfant tout le temps, et que, en fait, de temps en temps, on a beau leur expliquer ce qu'il faudrait faire. Et je pense que des fois, on est bon parce qu'on répète 15 000 fois la même chose. On leur fait des signes, on leur montre notre vie, on répète. Ça ne marche pas. Parfois, on punit, on crie, on pleure, on met des fessées, ça ne rentre pas. Et de temps en temps, il faut arrêter d'essayer de les paralyser quelque part, de les empêcher de bouger, et il faut laisser tomber. Laisser tomber. Laisser tomber ne veut pas dire fuir, mais le laisser tomber, physiquement tomber. Boum, palom. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que de temps en temps, il faut voir l'enfant tomber. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'en fait, ou alors il faut lobotomiser nos enfants pour qu'ils fassent exactement ce que nous lui demandons. En fait, c'est extrêmement difficile, je trouve, comme principe, mais qui est un principe à faire, en fait. Des fois, on n'a juste pas le choix. Parce qu'en fait, l'enfant, pour se construire et pour gagner cette autonomie, parfois, on doit juste le regarder se planter. C'est affreux. Je trouve ça affreux. Mais vous savez qu'ils apprennent beaucoup. Et quand on les laisse tomber comme ça, laisser tomber, on est toujours là. On leur indique qu'on est toujours là. Toujours. On sera toujours à côté. N'aie pas peur. Mais là, si tu veux pas, ben on va te regarder tomber. J'ai conseillé ça des fois à des gens qui travaillent parmi les adolescents. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont essayé de rattraper l'enfant, ils ont essayé de faire tellement de choses pour que l'enfant ne fasse pas ce qu'il ne devait pas faire, purée. Et c'était tellement clair, la chose qu'il ne devait pas faire. T'es bête ou quoi? Eh bien, il y a des moments, ben, tu attends, tu regardes. Et poum, le mur, il arrive. Pas. Et c'est affreux à faire. Mais ça fait partie de l'autonomie. Ça fait partie de grandir, en fait. Donc, ne pas les paralyser, mais laisser tomber. On a beau dire ce qu'on veut parfois, je crois que nos enfants ne peuvent pas grandir si parfois on ne les laisse pas juste se ramasser et se prendre un mur. Et je trouve ça très compliqué, mais c'est un principe qu'on applique de temps en temps. J'aimerais ne jamais l'appliquer, en fait. Peut-être vous regardez dans votre histoire, c'est peut-être les erreurs que vous avez faites que vous avez le plus grandi. Parfois, il faut les laisser grandir. Le mot d'après, c'est discipline. Ça va avec. Discipline. Alors, c'est un mot qu'on aime beaucoup. C'est un mot génial. Parce que c'est bon, la discipline. Et il y a des très, très bonnes disciplines à s'impliquer, à mettre en place. C'est excellent, la discipline. Ce que je trouve toujours hyper intéressant, c'est quand on parle de discipline, surtout dans le cadre avec des collégiens ou plus âgés. Là, c'est génial. Parce que là, on passe des étapes assez importantes. Hein. C'est beaucoup plus facile, ils écoutent beaucoup plus facilement, tout ça. Ils mettent en application tout ce qu'on leur dit de manière droite et entière, avec de la rigueur. La discipline, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui coule de source. En fait, il y a ces moments-là, quand on est parent, où il y a une peur quand même. On a peur, en fait. Et ceux qui n'ont pas d'enfants se disent « Ah non, mais moi, j'aurais jamais peur. » Mais jamais, n'importe quoi. Avoir peur,
Non, il y a des fois, on a peur. Vous savez de quoi on a peur par rapport à nos enfants? On a peur parfois qu'ils ne nous aiment plus. Parce qu'en fait, quand on va appliquer des choses, parfois on se dit, mais ça se trouve, il ne m'aimera plus. C'est fou. Des fois, on pense à ça. Si je mets en place une discipline particulière, il ne m'aimera plus, c'est fini. C'est une vraie peur qui existe. Alors, il y a une phrase qui suit après, qui est une espèce de lapalissade, qui ne fait pas barrière, hein, ou tout ça, c'est un truc qui semble débile, mais qu'il faut expliquer. Plus tard est plus long que maintenant. Plus tard, c'est plus long. J'explique. La discipline et le fait d'avoir peur que l'enfant ne va pas nous aimer tout de suite est beaucoup plus court que le plus tard de sa vie. Parce qu'en fait, on ne les a pas longtemps, nos enfants. Si on réfléchit. Alors, on ne parle pas d'arrêt de la vie ou de choses comme ça. Globalement, quand tout se passe plus ou moins normalement, le temps que l'on a avec nos enfants est court par rapport au temps d'après. Plus tard, c'est beaucoup plus long. Et quelque part, mieux vaut prendre le risque tout de suite de ne pas être aimé tout de suite là maintenant, pendant un court temps, mais d'être aimé plus tard. Ça a l'air tellement simple et simpliste comme idée, mais c'est tellement vrai. Il faut miser maintenant, autant ne pas être aimé là tout de suite, un peu, mais pouvoir gagner ce temps après. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aimé aujourd'hui, on est d'accord? On peut être aimé, hein? C'est une bonne chose. Mais plus tard, c'est beaucoup plus long que maintenant. On aura encore plus de temps après. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps de prendre le risque de ne pas être trop aimé. On en a déjà parlé quand on a parlé de la paix, etc. Et vous savez, quand on veut la paix, comme Marie-Alice disait tout à l'heure, la paix, c'est son dada, elle lutte tout le temps pour ça, etc. Mais la paix, des fois, c'est super dur. C'est parfois violent, en fait, pour la paix. On est obligé d'aller au conflit pour avoir la paix, parfois. Mais mieux vaut avoir mal tout de suite, courtement, qu'avoir mal pendant très longtemps et de voir peut-être son enfant dépérir, comme on en a vu tellement. On a, dans notre éducation, avec nos enfants et notre famille grandissant, et nous, en apprenant à se connaître et à mettre en application des choses, etc., en ayant beaucoup de lectures, en regardant beaucoup de parents, quand on n'avait pas d'enfants, on regardait beaucoup les parents. Et vous savez que quand on est responsable jeunesse comme ça pendant 10, 12, 15 ans, je ne sais plus, on en voit des adolescents. Et on en voit des parents qui ont malheureusement abandonné au bout d'un moment. Et on les voit les conséquences. C'est un truc incroyable. Et on pleure avec leurs ados. Et on pleure. On pleure avec les ados, on pleure avec les parents, selon le temps où on se trouve, rarement ensemble. Mais en fait, c'est très intéressant de voir qu'il y a différentes saisons, différentes périodes dans l'éducation. Et il y a des périodes qui, en fait, il y a des périodes charnières qu'il ne faut pas louper. Et c'est très intéressant. Alors, j'ai lu ce que l'on va afficher, mais c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on a mis en place chez nous. Je vous encourage à y réfléchir. Les 4 étapes de l'éducation, 4 périodes de la vie dans l'éducation que l'on apporte à nos enfants. La première, c'est les années de la discipline. De 1 à 5 ans, je dirais même de 0 à 5 ans. Ça commence super tôt, la discipline. Alors, il ne faut pas forcément reprendre son enfant de 6 mois quand il n'a pas mis de lave-vaisselle, tout ça, hein, en marche. Hein. Mais voilà, il faut peut-être avoir un truc cohérent. Mais 4 étapes, 4 périodes. La première, les années de la discipline, de 1 à 5 ans. Et je vous dis que des fois, c'est vraiment, vraiment épuisant. Vraiment. La deuxième période, c'est les années de l'entraînement, ou des années d'entraînement, de 5 à 12 ans. La troisième, et je vais approfondir juste après. La troisième période, c'est les années de coaching, de 12 à 18. Et enfin, la dernière, c'est les années d'amitié. 18 ans, ad vitam aeternam. Plus ou moins. Le aeternam. 4 périodes. Alors, 4 périodes qui ne sont pas forcément... il ne faut pas être trop fermé. Hein. Il y a des chevauchements, il y a des choses comme ça. Hein. Il y a des fois des petits retours en arrière, mais pas trop. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte souvent, c'est que si on loupe ici, les premiers là, essayez de rattraper ça ici, c'est super compliqué. Quand on loupe les années de discipline et les années d'entraînement,
Essayez de rattraper ça après, mais c'est la croix et la bannière. C'est hyper dur. Pour ceux qui ont des adolescents déjà, où c'est déjà la galère, ne désespérez pas, on peut peut-être essayer de vous aider. Il y a des choses qu'on peut faire parfois, mais c'est vraiment compliqué. Surtout quand on a oublié de mettre en place les autres périodes. Période de la discipline. C'est ça que tu dois faire. C'est comme ça. Oui, mais tu sais, ce serait bien que tu m'expliques un petit peu les arguments. Tu fais ça. Vous savez que plusieurs fois, j'ai dit à mes enfants, mais pourquoi je dois faire ça à un certain âge? Pourquoi je dois faire ça? Parce que tu dois le faire. C'est super bête. C'est une réponse débile. Mais c'est la vraie réponse. C'est un temps où je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu n'as pas à réfléchir là-dessus. Tu dois le faire, point. C'est les années de la discipline. Les années d'entraînement. En fait, il faut appliquer. De temps en temps, on est le coach. On y va, on y va, on y va. On t'entraîne, on continue, on s'échauffe, on fait du cardio. Hein, du cardio de discipline. Et on est là, on entraîne. Et il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il mette en application ce qu'il avait entendu avant et les nouvelles choses qu'on apporte. Parce que dans l'évolution de sa course, il y a des choses en plus qu'il peut mettre en place. Et donc, il faut l'aider. On apporte encore des choses. Puis, il y a les années de coaching. Vous savez ce que c'est le coaching? Le coaching, ce n'est pas juste de balancer des informations à quelqu'un comme ça. C'est d'accompagner les personnes à révéler d'elles-mêmes les bonnes choses qui ont été plantées avant. Ça, c'est le coaching. Le coaching, c'est qu'on aide les personnes, dans l'accompagnement, dans les questions qu'on leur pose, à pouvoir d'eux-mêmes dire le bon choix est, deux points, et tout ce qu'on rêve. Hein? Ça, c'est les années de coaching. Et les années d'amitié. Parce qu'en fait, le top, c'est que nos enfants puissent revenir nous voir. Le top, c'est que nos enfants aient envie de garder une relation avec les parents. Ça, c'est le top. Ce qu'ils ont appelé là les années d'amitié. Je trouve ça super. Ces années où on n'est pas en train de lui dire tu mets la vaisselle et tu te la fermes. Non, non. C'est pas ça. C'est des années où on échange ensemble et on est là, on vit du temps ensemble. Des années d'amitié où on va faire la vaisselle ensemble, on va faire du ménage ensemble, on va couper du bois ensemble, on va faire plein de choses. Ils vont nous poser des questions, on va pleurer, on va rire. Chose qu'on peut déjà vivre un petit peu en bribe avant, mais qu'on a envie de vivre pleinement après. Dans tout ce qui est discipline, il y a 3 choses qui sont non négociables et qui restent jusqu'à la fin de nos jours ensemble dans la maison avec nos enfants. 3 non négociables. La désobéissance, la malhonnêteté et l'irrespect. Ce sont 3 non négociables dans la discipline. On tombe toujours dessus. On essaye de jamais louper le coche avec Maëlys là-dessus. S'il tape dans un des 3 trucs, boum. Et on essaye tous les deux, en phase. Elle m'appelle, je l'appelle, boum, boum. Il faut qu'on s'en occupe tout de suite. La désobéissance, j'en ai parlé juste avant. C'est un petit peu, vous savez, il y a des périodes, parfois, tu dois juste appliquer ce qu'on t'a demandé, point à la ligne. Et tu ne désobéis pas. Et il y a un temps, plus tard, où tu pourras poser des questions. Mais pourquoi? Nanana. Oui, effectivement, maintenant, on va discuter. Mais il y a un temps où ça avance. L'obéissance, quoi. À maman, à papa, tu peux pas dire non. Ah oui, ça c'est la phrase de Maëlys. Tu peux pas nous dire non. C'est drôle, non? C'est très fermé, hein? Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire peut-être en introduction, ce message risquait aussi d'être un peu ringard. Ouais. J'ai oublié. Un peu comme nous. Un peu comme nous. J'ai un peu oublié cette partie. La malhonnêteté, en fait, ça fait référence un peu aussi au mensonge. Le fait de ne pas être honnête aussi, tout simplement. Et là-dessus, c'est non négociable. Tu ne peux pas pipoter un truc à maman et dire autre chose à papa pour essayer d'avoir ce que tu veux. C'est mort. C'est mort. Papa et maman, ils se disent d'être tellement la vérité que là, tu vas... Ah non, non. Tu sais, c'est bon, papa, maman, elle a dit oui. Ah, ok, d'accord, si elle a dit oui, vas-y. Après, tu apprends que maman avait dit non. Aïe, aïe, aïe. C'est des moments magnifiques. Magnifiques. Mémorables. On devrait filmer presque. À tout âge. Hein. À tout âge. Même à 5 ans. Et c'est des vraies choses où on est en phase là-dessus, hein, vraiment. Le troisième point est l'irrespect. Vu que l'amour, le respect et l'honneur est un peu important pour nous, l'irrespect est quelque chose d'important. Et on a un mot avec Marie-Alice. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à nos enfants après. Ils auront le droit de répondre ou pas. Ou pas. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est l'insolence. Vous savez, ce mot magnifique, l'insolence. Marie-Alice et moi, nous sommes amoureux, tous les deux, d'insolence. Ça va très vite chez nous.
L'insolence est un mot, aïe, aïe, aïe. C'est juste pas possible. Et il n'y a pas d'âge. On a toujours dit à nos enfants, depuis qu'ils sont nés, il n'y a pas d'âge. Parce que l'insolence, c'est uriner sur les pieds de papa, c'est cracher au visage de maman, c'est avoir un irrespect total de tes parents. Et ça, c'est pas L'insolence. possible. C'est dévaloriser papa-maman, c'est les déshonorer, l'insolence. C'est prendre une place que tu n'as pas. Ça, c'est l'insolence. C'est comme ça qu'on en parle, c'est avec des mots un peu crus, parfois pire, mais vu qu'on est enregistré et vu en ligne, je ne peux pas tout dire. Et ce qui est fou, c'est que les enfants commencent très tôt l'insolence. Je dirais vers 5 ans, il y a une petite phase, une petite poussée d'hormones, de croissance, de je ne sais pas ce que vous voulez. Et là, tout d'un coup, ils se prennent pour les rois du monde et ils commencent. Et là, il faut rapidement prendre le dossier en main et c'est quoi. Vous savez ce qui est intéressant dans ce qu'on dit aussi là, par rapport à aussi le mot d'irrespect, je pense que j'ai peut-être pas mis assez l'équilibre tout à l'heure. Quand on parle de l'amour, le respect et l'honneur, ça marche pour nous, les parents, vis-à-vis de nos enfants, évidemment. J'ai juste oublié ça. Parce que là, je nous mets du côté des parents là, maintenant, là, avec les 3 non négociables. Mais l'amour, respect et l'honneur, ça marche pour les parents. C'est évident. Ça avait l'air évident, en fait. C'était évident, mais c'est pas évident tant qu'on ne le dit pas. L'amour, le respect et l'honneur, nous, les parents, vis-à-vis de nos enfants, c'est extrêmement important. Et nous, entre nous. Et nous, entre nous. C'est tous les fondements de la famille. On est d'accord, hein? Des fois, les parents, on dit facilement, oui, bien évidemment. L'humiliation, tout ça, il faut faire attention. Hein. L'honneur, l'humiliation va à l'encontre de l'honneur. La foi et la famille. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de slide. En fait, c'est important quand même, en tant que parent, de parler de la foi à nos enfants, en tout cas en ce qui nous concerne, pour le simple fait peut-être d'être pasteur. Non, mais il faut être carré, quoi. Faut avoir un bon témoignage. La foi et la famille, c'est un sujet extrêmement important pour les parents qui sont chrétiens. Pour ceux qui ne le sont pas, bah, laissez passer la phrase. Vous êtes plus libre, vous avez un truc en moins à vivre. Oui, bah oui, c'est ça. Nous n'avons pas un culte de famille particulier, vous savez. Et certaines familles le font, et c'est super, ça marche pour eux. Pas de problème. On a choisi, on a mis d'autres options. On a choisi d'autres choses. On a essayé de transmettre à nos enfants comment la foi et leur foi qu'ils auront peut-être peut interagir avec leur monde à eux, l'école, les amis. Comment est-ce que la foi interagit en fait? Si nous avons la foi, qu'est-ce que ça va produire en fait dans tout ce que tu vis? C'est ce qu'on a essayé d'avoir un peu comme angle. Marie-Alice. Je vais vous raconter un peu mon enfance ou ma vie, mais je vais aller très très vite. Hein. Quand j'étais petite, j'ai habité pendant 4 ans en Arabie Saoudite avec mes parents. Et en Arabie Saoudite, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'autres chrétiens, il n'y avait personne. Le seul exemple de foi que j'avais, j'étais petite, j'avais entre 6 et 10 ans, c'était mes parents. Et mes parents ont une foi super cohérente. Ils sont dans la salle, vous pouvez aller les voir. Ce sont des gens qui ont une foi très cohérente. Ce sont des gens qui ont une maison toujours ouverte, ils sont toujours prêts à accueillir tout le monde. Et pour moi, ce que j'ai appris à leur côté, c'est d'avoir une foi toute simple, une foi dans le quotidien, une foi où il nous arrive des choses, et on se met à prier, une foi, une dépendance de Dieu dans chaque moment de la vie. Et c'est ça que j'ai eu envie d'apprendre à mes enfants, c'est une foi de tous les jours. Oui, c'est super de venir à la célébration, etc., mais ça ne sert à rien si le lundi, le mardi, je pourrais mes gosses. Ça ne me sert à rien. C'est super de prier pendant des heures ou machin, mais ça ne sert à rien si je suis tout le temps en querelle avec mon mari. La foi, elle est liée à notre être et à notre vie de tous les jours. Elle se voit dans notre vie de tous les jours. Quand on nettoie notre cœur à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Alors dans ça, on a mis des choses en place dans notre famille. C'est que nos enfants ont le droit de nous poser des questions sur tout. La parole est ouverte et on met beaucoup d'énergie dans notre communication les uns avec les autres pour communiquer avec respect, mais aussi, ils ont le droit de nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Et souvent, en fait, finalement, ça tourne à un débat théologique. Parce que quand on pose des questions sur la vie, même sur la sexualité, ça en revient à qu'est-ce que Dieu veut pour nous les humains. Une autre chose qu'on a mis en place, c'est qu'au lieu de prendre
peut-être Dieu comme quelqu'un qui répond tout le temps à nos prières de tout ce que nous on veut. On a plutôt renversé ça et on a souhaité d'être reconnaissant. On est reconnaissant pour ce qu'on a, on est reconnaissant pour chacun des membres de la famille et tous les jours, il ne se passe pas un jour sans que l'un de nous prie en étant reconnaissant pour les gens de la famille, pour la casserole, pour les peluches, pour ce qu'on a vécu dans la journée. Et même si des fois il y avait des choses difficiles, on essaye d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et voilà, c'est une foi simple, une foi des fois sans se prendre trop la tête, mais en même temps, une foi très concrète dans le tous les jours. Quand ça ne va pas, quand on est triste, quand on a des échecs à l'école, eh ben, on prie, parce que nous-mêmes, même des fois les parents, on est limités, on ne peut pas toujours tout faire, mais notre Père Céleste, il est là pour répondre à notre vie, et on le voit dans nos vies. Et combien de fois on a vu Dieu agir dans notre vie, lors de l'école à la maison, lors de choses difficiles dans les trajectoires scolaires ou dans des choix difficiles, dans des erreurs qu'on a faites. Combien de fois on a vu Dieu intervenir et prendre soin de nous en tant que famille. Juste avant de finir ce temps que nous avons ensemble, j'aimerais pouvoir vous lire un texte qui est donc tiré de la Bible, de l'Ancien Testament, donc la partie la plus ancienne de cet ensemble de livres qui composent la Bible. Un texte qui est un texte aussi fondateur pour nous aussi. C'est un livre, le livre des Proverbes, un livre qui est assez exceptionnel sur beaucoup de choses très pratiques, et on aime l'utiliser. Et j'aimerais vous lire ce texte. On est un petit peu plus tard que d'habitude, mais bon, on est à deux, c'est la faute de ma femme. Bien sûr. C'est l'histoire d'Honoré, la cohérence. Juste avant que Marie-Lise prie pour finir ce moment, j'aimerais vous lire ce passage du livre des Proverbes. Voilà, on attaque. Mon fils, ça marche aussi pour ma fille, d'accord ? Mais là, il s'adressait à son fils. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es le Père Céleste, toi qui es un modèle de parents qui nous aiment, qui s'implique à nos côtés, qui prend soin de nous, qui porte même nos fardeaux. Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents, de conjoints, d'amis, de tontons, de tatas, de grands-pères, de grand-mères. Peu importe, Seigneur, là où nous en sommes dans notre vie. Seigneur, que tu travailles nos cœurs afin d'aimer mieux les autres, les respecter plus, les honorer davantage. Seigneur, continue à travailler nos vies parce que nous sommes bien imparfaits devant toi, mais nous avons envie de faire bien. Nous avons envie de te suivre. Nous savons, Seigneur, que tu as les clés de la famille, les clés de la vie, les clés de faire des bons choix. Et c'est vers toi que nous nous tournons pour te suivre. Bénis chacun de mes amis ici, que tu les encourages, que tu veilles sur eux, Seigneur, dans cette semaine, que tu prennes soin de leur fardeau et que tu les soulages. Seigneur, apporte des réponses là où nous avons que des questions.
Seigneur, montre-nous ta grâce, ton amour, Seigneur, chaque jour, pour être toujours plus reconnaissant de ce que tu fais dans nos vies et voir, Seigneur, combien tu nous aimes et tu prends soin de nous. Amen. N'oubliez pas de reprendre vos enfants. N'abandonnez pas tout de suite. Ils sont à côté, des gens magnifiques s'occupent d'eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de la série « On n'est pas parents » et à bientôt.